Occlusodontie prothétique, une proposition de pratique quotidienne. D'un côté, nous avons le patient avec sa cinématique mandibulaire, un type d'occlusion, un schéma occlusal, une enveloppe de mouvement, une adaptabilité, et de l'autre, nous voudrions avoir une modélisation, une robotisation de ce patient pour pouvoir travailler au laboratoire, avec un modèle maxillaire et mandibulaire qui s'affrontent, mais dans quelle occlusion et avec quelle référence. Une étude réalisée par Fabien Taïeb lors de sa thèse et reprise dans le livre d'occlusodontie de Richard Marguel-Bonnet montre très grossièrement que nous avons une occlusion dentaire de la relation mandibulo-maxillaire de référence, dite aussi relation centrée pour certains ou myocentrée pour d'autres, telle que nous avons un ou deux contacts qui sont déflecteurs et qui induisent un mouvement de la mandibule. Dans le cas d'une occlusion dentaire dite de convenance, c'est-à-dire que le patient est assis en position orthostatique, et nous avons de très légers contacts entre les dents mandibulaires et maxillaires, nous avons alors à ce moment-là que 3 ou 4 contacts. Puis nous avons l'occlusion dentaire en occlusion d'intercuspidie habituelle, qui sert généralement aux patients pour déglutir. Nous avons à ce moment-là 8 points de contact. Par contre, si nous prenons les modèles dans les mains et que nous recherchons le maximum d'engrainement, nous avons 16 points de contact. Cette étude a été conduite sur des étudiants de 20 à 25 ans et très grossièrement, nous pouvons dire que nous avons une augmentation majeure des points de contact lorsque on passe d'une occlusion habituelle à une occlusion d'engrainement des modèles, particulièrement sur les secteurs postérieurs. D'autre part, on remarque qu'il y a 1 ou 2 contacts déflecteurs qui induisent un mouvement mandibulaire. Sur le schéma qui est en bas, nous voyons que en relation mandibulo-maxillaire de référence, nous avons effectivement ces 1 ou 2 contacts déflecteurs qui augmentent la dimension verticale, et il faudra donc perdre cette hauteur afin de retrouver la dimension verticale de référence. L'occlusion dentaire de convenance, elle aussi, du fait de des très faibles contacts, ne présente pas une intercuspidie maximum, et nous avons aussi une très légère augmentation de dimension verticale, mais celle-ci est vraiment très faible. Puis ensuite, nous voyons que l'engrainement des modèles, eh bien, en général, provoque un léger mouvement des modèles et permet à ce moment-là d'obtenir 16 points de contact. Il est à noter que Posselt avait vérifié sur 20 sujets simplement que l'intercuspidie dite maximum permettant la déglutition n'était pas identique à l'occlusion dite de relation centrée. En fait, si on retire ces 1 ou 2 contacts déflecteurs, nous retrouvons à ce moment-là une intercuspidie maximum qui préexistait et qui va permettre parfaitement la déglutition et qui montre bien que l'ensemble des dents, à part 1 ou 2 dents, se trouve dans une intercuspidie qui coïncide avec la relation mandibulaire de référence. Le problème aussi est de savoir si le patient a une position d'occlusion, d'intercuspidie, qui risque d'être pathogène ou pas. En fait, on peut remarquer que les patients peuvent s'adapter dans le temps ou pas à une occlusion qui n'est pas forcément idéale. Si le patient est jeune, il a un facteur d'adaptabilité qui est bien plus grand qu'un patient un peu plus âgé. Et on peut voir donc que ce facteur d'adaptabilité va diminuer dans le temps. Mais lorsqu'on remarque les tranches d'âge correspondant à des troubles pathologiques des ATM et de la neuromusculature, on s'aperçoit qu'en fait, ces troubles apparaissent à peu près quel que soit l'âge. Parce que la variabilité d'adaptabilité d'un patient à un autre est vraiment très grande. En fait, pour résumer, ce qui est sûr, c'est que une intercuspidie créée dans une relation mandibulo-maxillaire de référence n'a jamais entraîné de pathologie. Et nous
pour être sûr qu'il n'y ait pas de pathologie plus tard, nous devons avoir une intercuspidie telle que sa position soit unique et précise, qu'elle permette une déglutition physiologique, qu'elle permette un espace libre de repos avec une phonétique correcte, qu'il n'y ait aucune contrainte musculaire, aucune contrainte articulaire, et que cette position soit reproductible dans le temps. Pour pouvoir faire une analyse occlusale de notre patient, il nous faut monter ces modèles sur un articulateur. Pour commencer, il nous faut monter le modèle maxillaire sur l'articulateur. Il y a deux moyens, un arc facial et une table de montage. La table de montage se situe dans un parallèle au plan de Camper. Ces tables de montage ont été fabriquées pour monter des modèles de prothèses complètes avec des bourrelets qui ont été situés et orientés grâce à un plan de Fox, parallèle au plan de Camper et parallèle à la ligne pupillaire. Pour nos patients ayant des dents, en aucun cas nous ne savons si leur plan d'occlusion est vraiment parallèle à la ligne pupillaire, et encore moins si ce plan d'occlusion est vraiment parallèle au plan de Camper. C'est pour ça que le mieux est d'utiliser un arc facial. Nous voyons sur la photo du milieu, sur cette patiente, que d'une part, on peut déterminer sur elle un plan qui est un plan de symétrie, et un deuxième plan de référence qui est le plan de Francfort. De même que nous pouvons aussi, sur l'articulateur, avoir un plan de symétrie et un plan de Francfort. L'arc facial a lui-même un plan de symétrie et aussi un plan de Francfort. On peut donc être sûr que si la fourchette est placée de telle manière qu'elle soit correctement, qu'elle maintienne correctement en place le modèle par rapport à ce plan de symétrie et ce plan de Francfort, que nous aurons la même position de ce modèle sur l'articulateur que le maxillaire sur le patient. Quelles que soient les marques et types d'articulateurs et d'arcs faciaux, il nous faudra simplement donc connaître le plan de symétrie et le plan de Francfort de ces articulateurs et arcs faciaux. Nous voyons sur ce montage sur articulateur que l'occlusion habituelle en intercuspidie du patient en haut et à gauche est très différente de l'occlusion de ce même patient dans une relation mandibulo-maxillaire de référence. Effectivement, entre les deux, il y a 3 points de contact prématurés, déflecteurs qui ont induit un mouvement de défense de la mandibule, le patient étant gêné par ces contacts prématurés. Et il nous faut donc absolument retrouver la relation mandibulo-maxillaire de référence pour pouvoir enfin faire notre analyse occlusale. L'occlusion d'intercuspidie habituelle ne peut pas être une référence. Effectivement, comme l'a montré Posselt, il y a une différence entre l'occlusion d'intercuspidie du patient habituel et son occlusion dite de relation centrée, que nous appelons la relation mandibulo-maxillaire de référence. Et nous voyons tous les jours qu'il y a 1 ou 2 contacts au moins déflecteurs à supprimer pour avoir une intercuspidie habituelle qui coïncide avec une relation mandibulo-maxillaire de référence. Dans le cas d'un édentement total, nous n'avons aucune intercuspidie, donc là, effectivement, nous avons absolument aussi besoin d'une relation mandibulo-maxillaire de référence. Mais dans le cas d'un édentement partiel, le fait d'avoir une intercuspidie qui est forcément fausse du fait des manquements des dents, nous oblige aussi à retrouver cette relation mandibulo-maxillaire de référence. Quant en orthodontie,
le patient a besoin d'un traitement puisqu'il y a des malpositions, et ces malpositions en aucun cas ne permettent d'utiliser l'intercuspidie habituelle. Quant à des patients qui ont des multi-soins conservateurs ou prothétiques, il est évident que, en général, ces patients se trouvent avec des intercuspidies habituelles qui ne peuvent en aucun cas être de référence. Même en cas de pathologie non avérée, il nous faut supprimer ces 1 ou 2 contacts déflecteurs qui induisent un mouvement de défense du patient avec un petit mouvement de propulsion, de latéralité, en général composé des deux, c'est-à-dire une latéropropulsion. En aucun cas, les coronoplasties permettant de supprimer des contacts déflecteurs ne peuvent être dits invasifs. Ce sont des meulages sélectifs qui sont excessivement fins et qui se perçoivent à peine sur les dents. Par contre, nous sommes sûrs que ces contacts déflecteurs induisent des contraintes musculaires ou des contraintes articulaires. Alors, pathologie non avérée, mais quels sont vraiment ces critères? Eh bien, les critères, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une absence de contrainte articulaire, une absence de contrainte musculaire. Il faut qu'un examen fonctionnel montre que toutes les fonctions, en particulier de déglutition, fonctionnent correctement, et de posturologie, et que nous ayons une cinématique mandibulaire qui soit parfaitement physiologique. En occlusodontie, nous devons toujours distinguer les contacts interdentaires de dents naturelles ou prothétiques, mais qui ont un ligament, un desmodonte avec des récepteurs, et qui provoquent des réflexes proprioceptifs avec des voies proprioceptives dont la conduction est de l'ordre de 800 km/h, c'est-à-dire que le réflexe est rapide. Nous avons d'autre part des contacts interdentaires qui se font entre des dents dites du commerce, des dents prothétiques dites du commerce, qui provoquent un réflexe qui est extéroceptif, qui utilise des voies extéroceptives et dont la conduction est de l'ordre de 5 km/h, c'est-à-dire que le réflexe se fait beaucoup plus lentement comparé aux voies proprioceptives. Il est à noter que lorsque nous avons un contact entre une dent naturelle et une dent prothétique du commerce qui s'appuie sur une base en résine, eh bien nous avons une utilisation des voies essentiellement extéroceptives et que nous avons aussi un réflexe qui est beaucoup plus atténué, comme s'il y avait un filtre, ce qui fait que le patient peut accepter des malocclusions, des petites malocclusions un petit peu plus importantes que lorsqu'il s'agit de voies proprioceptives. Toutefois, il faut savoir aussi que si l'on exagère et si ces contacts sont trop importants, même avec des voies extéroceptives, on peut organiser, on peut trouver des contraintes musculaires ou des contraintes articulaires qui entraînent des pathologies. Nous allons voir comment obtenir et comment enregistrer la relation mandibulo-maxillaire de référence. La première solution intéresse des patients présentant des dents naturelles, donc des réflexes proprioceptifs, utilisant donc des voies à conduction très rapide. Pour obtenir une relation mandibulo-maxillaire de référence, il nous faut d'abord un patient qui n'ait pas de défaut posturaux majeur. Nous pouvons utiliser un jig industriel ou un jig façonné qui a un point d'appui antérieur. Ce jig doit être porté au moins une demi-heure pour pouvoir obtenir un minimum de détente neuromusculaire. D'autre part, le patient doit être en position semi-allongée afin que tous les gros muscles de son corps soient détendus. Nous savons, et une étude a montré, que si ce jig est porté moins d'une demi-heure, sur de l'ordre de 20 minutes, comme certains disent,
nous pouvons avoir dans la même journée, avec 3 fois 20 minutes, 3 positions différentes. Nous obtenons une première approximation avec ces jigs industriels, ces jigs façonnés. Cette approximation permet de trouver des points qui seraient très évidents, mais ça ne reste qu'une première approximation. Des plans rétro-incisifs, par exemple constitués sur des prothèses partielles provisoires, comme on peut le voir en bas à droite, ou mieux, comme le réalise Karen Pouliken. Nous voyons ici sa technique, elle utilise une feuille de plastique thermoformée sur les dents, et puis on réalise un plateau rétro-incisif. Ce plateau rétro-incisif est équilibré en bouche pour avoir des contacts de canine à canine. Eh bien, nous avons un plateau rétro-incisif à ce moment-là qui est porté pendant au moins une demi-heure, voire 1 heure. Il peut être porté aussi pendant 8 jours, pendant une demi-heure tous les soirs ou 1 heure tous les soirs. Le patient viendra avec sa gouttière en bouche et on aura à ce moment-là, en position semi-allongée, la possibilité d'enregistrer une détente neuromusculaire de bien meilleure qualité qu'avec des jigs. Il faut savoir qu'au-delà de 8 jours, en fait, on n'obtient pas tellement mieux que ces premiers 8 jours qui suppriment une grande partie des tensions neuromusculaires. Il suffira donc après, lorsque le patient revient avec sa gouttière et qu'il la porte au moins depuis une demi-heure, voire 1 heure, en position semi-allongée, il suffira de mettre un matériau non perceptible de type patoxyde de zinc sur l'ensemble de cette gouttière et d'obtenir un enregistrement de la relation mandibulo-maxillaire de référence. L'intérêt de cette méthode est d'obtenir donc la relation mandibulo-maxillaire de référence, de l'enregistrer et ensuite d'avoir un moyen parfaitement stable sur les modèles qui permettent une mise en articulateur aisée. Ce système permet un montage sur articulateur beaucoup plus aisé qu'avec des cires qui très souvent sont malmenées, très souvent sont légèrement faussées par des refroidissements intempestifs ou par le fait que dans le temps, elles se sont légèrement, par exemple, brillées. Pour notre part, nous utilisons une gouttière dite de type SLT, puisqu'elle a une certaine spécificité. Ces gouttières permettent une très grande précision dans la reproductibilité de 2 enregistrements à 8, 15 jours, 3 semaines d'intervalle. Par contre, elle nécessite le port d'au moins 5 à 6, 7 semaines par le patient de cette gouttière, avec des équilibrations régulières. Pour les réaliser, nous thermoformons un film de plastique et réalisons une surface occlusale en résine à l'aide d'une résine transparente chémopolymérisable. Nous voyons ici une gouttière qui a été portée par un patient. Cette gouttière présente des perforations. Ces perforations signent le fait que la gouttière est la plus fine possible et que nous ne voulons en aucun cas occuper le moins possible l'espace libre de repos. Par contre, en aucun cas, il ne doit avoir de contact entre les dents mandibulaires et maxillaires et ces perforations ne doivent pas le permettre. D'autre part, nous ne devons jamais avoir de contact au niveau des septes. La gouttière doit être semi-rigide et pour cela, nous n'avons pas de bandeau vestibulaire, ce qui est aussi confortable pour le patient. Sa grande spécificité est surtout que les faces occlusales sont non polies, de telle manière à ce que le cerveau puisse enregistrer une position topographique lui permettant d'avoir une déglutition la plus physiologique possible, la plus confortable possible. L'expérience nous a montré que des contacts au niveau des septes étaient quelque chose qui pouvait gêner le patient et que des surfaces occlusales parfaitement polies étaient aussi quelque chose qui gênait le patient, parce que le patient a l'impression d'être, comme ils le disent, sur du verglas et ne pas savoir exactement dans quelle position se mettre pour pouvoir déglutir. D'où la nécessité absolue
d'avoir des surfaces occlusales non polies et surtout pas avoir de contact au niveau des septes. Après que notre orthèse était parfaitement équilibrée, et ce à 8 jours d'intervalle, nous avons exactement les mêmes points, nous allons faire 2 montages sur articulateur à au moins 8 ou 15 jours d'intervalle pour vérifier que nous avons 2 fois la même chose. Ce montage sur articulateur va se faire de manière très simple. Le patient est en position semi-allongée. Le patient va déglutir sur un matériau non perceptible qui est ici de la pâte oxyde de zinc, ce qui va permettre d'avoir un enregistrement de l'occlusion de ce patient sur sa gouttière. La gouttière ensuite est reportée sur l'articulateur et nous permet un montage du modèle mandibulaire sur cet articulateur avec une très grande précision. La deuxième solution que nous présentons intéresse toujours les patients dentés avec un réflexe proprioceptif. C'est une technique qui est beaucoup plus sommaire, que nous utilisons essentiellement lorsque nous avons besoin de monter très grossièrement 2 modèles sur un articulateur et avoir une première idée de son type d'occlusion, et aussi en général de pouvoir faire des plans de traitement prospectifs. La technique, en fait, a été décrite par Salenza dans les années 1970. C'est une technique qui peut fonctionner si on a présent à l'esprit qu'il nous faut toujours un appui antérieur. Le mieux, c'est d'avoir au moins 2 points d'appui antérieur, si ce n'est des appuis de canine à canine, de telle manière à avoir un axe frontal qui fasse que les 2 têtes de condyle puissent se mettre en coaptation articulaire de manière symétrique. La deuxième chose est d'avoir présent à l'esprit qu'en aucun cas, il doit y avoir une perception du matériau d'enregistrement sur les secteurs postérieurs, sinon le patient va avoir un phénomène de réflexe, soit en serrant plus les mâchoires qu'il ne faut, soit au contraire en ayant un réflexe de défense avec une chute des condyles. Pour notre part, nous avons l'habitude d'utiliser une cire Moïco qui est rigide, de faire un double appui canin permettant d'avoir une désocclusion postérieure. Ensuite, le patient étant en position semi-allongée, nous le laissons une demi-heure sur ces doubles appuis canins, un peu comme sur un jig, et ensuite nous enregistrons avec une pâte oxyde de zinc la relation mandibulo-maxillaire de référence. Toujours dans sa même définition, c'est-à-dire qu'elle doit être symétrique, que la dimension verticale doit être très proche de celle qui est physiologique, qu'on doit avoir une coaptation articulaire sans aucune contrainte, nous devons avoir une détente neuromusculaire, et que cette technique doit être reproductible dans le temps et par différents opérateurs. La troisième solution intéresse toujours des patients dentés, puisqu'elle intéresse et de ce fait-là utilise des voies proprioceptives avec une conduction rapide. Cette troisième solution est utilisée par nous que dans la mesure où le patient a déjà été équilibré, c'est-à-dire que nous avons la certitude qu'il n'y a plus de contact déflecteur, plus de contrainte articulaire, plus de contrainte neuromusculaire. C'est-à-dire en fait, entre guillemets, le patient serait sain. C'est-à-dire qu'on aurait une adéquation entre l'intercuspidie et la relation mandibulo-maxillaire de référence, avec aucune contrainte neuromusculaire, aucune contrainte articulaire, et une occlusion fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on a une occlusion statique, unique et précise, qu'on a un champ fonctionnel respecté, une dimension verticale correcte, qu'il n'y a aucune présence de parafonction, et que nous avons une fonction de déglutition correcte. À ce moment-là, nous allons pouvoir utiliser la technique dite de la cire percée. Cette technique dite de la cire percée nécessite l'utilisation d'une cire type Moïco, ou Beauty Pink, qui est une cire très rigide. La cire est thermoformée aussi bien sur le modèle qu'en bouche par le praticien.
Ensuite, cette cire est laminée. On demande au patient de serrer les dents. La cire est ensuite refroidie. Et après qu'elle ait été refroidie, nous allons tremper cette cire dans de l'eau chaude pendant 3 ou 4 secondes, juste afin de refroidir les parties laminées. Et nous allons demander au patient de serrer les dents en déglutissant. Nous allons obtenir à ce moment-là un perçage, nous allons obtenir des trous dans cette cire et un contact entre les dents. La cire est ensuite refroidie, remise en bouche, on redemande au patient de serrer et de déglutir, et ce 3 fois de suite, jusque la cire soit parfaitement froide. Elle doit pouvoir à ce moment-là se remettre en bouche sans se casser. Ça veut dire qu'il n'y a aucun vrillage dû au refroidissement, et elle doit pouvoir se reporter sur le modèle non plus sans se casser, ce qui prouve qu'à ce moment-là, la cire a été non vrillée, ne s'est pas déformée. Cette cire ressemble étrangement à ce que certains appellent un mordu. Effectivement, le patient mord dans cette cire, mais il le mord sous condition, avec un protocole très précis, comme je vous l'ai indiqué. Il est évident que nous allons utiliser forcément la déglutition du patient et que nous avons largement vérifié la dimension verticale de ce patient avant d'utiliser cette technique. Lorsque nous sommes en prothèse à jointe complète, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune dent, ou lorsque nous avons des grands édentements en prothèse partielle, nous pouvons utiliser des solutions qui sont dérivées des solutions que nous avons vues, sauf que cette fois-ci, les voies sont extéroceptives, que le réflexe va être beaucoup plus faible puisque la conduction est de l'ordre de 5 km/h. Le modèle supérieur est monté comme précédemment avec une fourchette, à moins que nous soyons en prothèse complète et que nous avons réglé nos bourriers de telle manière qu'ils puissent être montés sur un plateau de montage. Quoi qu'il en soit, nous allons utiliser des maquettes d'occlusion qui doivent être parfaitement stables en bouche, donc qui ont souvent été stabilisées sur les modèles. Lorsqu'elles sont à cire, comme dans ce cas, il faut qu'elles soient réalisées dans des cires très dures et qui ont peu de variations dimensionnelles. Le problème de ces maquettes en cire, c'est que généralement les bourrelets sont importants, s'étendent trop au niveau des trigones ou des tubérosités, et que lorsqu'on les met en bouche, eh bien, nous avons immédiatement des contacts postérieurs. Et ces contacts postérieurs créent un réflexe de défense du patient qui, du coup, d'une part, a un encombrement important dans la bouche, d'autre part, se retrouve avec une malocclusion, et cela induit en général une mauvaise séance de mise en articulateur. La possibilité que nous avons d'enregistrer des relations intermaxillaires avec des maquettes d'occlusion nécessite, comme on l'a vu précédemment, d'une part un point d'appui antérieur qui définisse un axe jaune, un axe d'appui antérieur frontal, qui provoque une coaptation symétrique des têtes d'articulation des deux condyles. Ensuite, nous devons en aucun cas avoir un caractère perceptible du matériau utilisé dans la zone postérieure. Ici, nous voyons de l'aluwax. Cet aluwax a été amené à l'état semi-liquide sur les bourrelets et utilisé immédiatement avant tout refroidissement. Effectivement, un réchauffement secondaire avec une torche de Hano ou quoi que ce soit ne sera jamais suffisant et le matériau deviendra perceptible, donc avec des erreurs d'enregistrement de la relation intermaxillaire. Nous voyons ici, dans le cadre d'une prothèse totale, l'utilisation de maquettes d'occlusion qui ont été parfaitement stabilisées sur les modèles et qui permettent un enregistrement fiable. Effectivement, nous avons d'abord un appui antérieur qui a permis de régler la dimension verticale. Cet appui antérieur détermine un axe frontal permettant une élévation des têtes de condyles telles que nous ayons une coaptation articulaire symétrique vue comme précédemment.
Et d'autre part, dans les secteurs postérieurs, nous voyons que les bourrelets en stents ont été diminués à la mandibule de la mi-hauteur afin d'être sûr d'avoir aucune interférence lors de la mise en bouche. Par contre, au stade de l'enregistrement, nous avons mis en place de l'Aluwax à l'état très très liquide qui permettent effectivement un enregistrement non perceptible. Dans le cas particulier où nous devons remonter une prothèse complète ou une prothèse partielle de grande étendue, nous utilisons la clé en plâtre qui a été fabriquée juste avant la mise en mouffe. Cette clé en plâtre permet deux choses. D'une part, de vérifier qu'il n'y a pas eu de malposition lors de la mise en mouffe, et d'autre part, nous permet de remonter les modèles et les prothèses sur articulateur, et ce, sans avoir besoin du patient. Pour monter la prothèse mandibulaire, nous utilisons une technique empruntée à M. Joseph Le Joyeux. Cette technique consiste à stabiliser la prothèse inférieure en mettant de la cire rose, qui est quand même relativement dure, au niveau des 6, et en demandant au patient de fermer la bouche, très légèrement guidée, en position semi-allongée, et de déglutir. Nous allons ensuite refroidir cet enregistrement et vérifier 2 fois, 3 fois que systématiquement le patient vienne sur ses cires et soit en bonne position. Et étant donné qu'une fois que les choses sont acquises, il nous faut à ce moment-là augmenter l'enregistrement pour avoir une stabilité et réaliser le montage sur articulateur. Nous utilisons donc de l'Aluwax qui est non perceptible, et nous allons donc rajouter des gouttes d'Aluwax sur les 7 et sur les prémolaires, remettre en bouche sans réchauffer évidemment les parties en cire rouge, et utiliser au contraire ces parties en cire rouge pour bien guider le patient, bien lui demander de déglutir et avoir un enregistrement donc en fonction. L'intérêt de cette technique est de stabiliser la prothèse inférieure et supérieure, d'avoir un enregistrement qui se fait en fonction de déglutition, avec une coaptation articulaire symétrique. Nous avons actuellement un modèle mandibulaire et maxillaire qui s'affrontent sur un articulateur dans une position de relation mandibulo-maxillaire de référence. Nous allons pouvoir procéder à ce qu'on appelle l'analyse occlusale, c'est pouvoir, après équilibration, réaliser des modèles de diagnostic permettant de vérifier la faisabilité de notre projet prothétique. En général, les observations cliniques et l'analyse occlusale montrent que le plus souvent, l'on trouve 1 à 2 contacts déflecteurs qui produisent un mouvement de défense de la mandibule, qui produisent donc un mouvement de latérodéviation. Si nous sommes un état des lieux de ce rapport entre le maxillaire et la mandibule, le modèle mandibulaire et le modèle maxillaire, d'abord, ces deux modèles s'affrontent dans une relation mandibulo-maxillaire de référence, telle que nous avons une absence de contrainte articulaire, une absence de contrainte neuromusculaire, une symétrie, une dimension verticale fonctionnelle, et cette position est reproductible dans le temps et par différents opérateurs. Et cette analyse occlusale nous permet de mettre en évidence 3 types de contacts prématurés. Les contacts prématurés déflecteurs, qui induisent un mouvement d'évitement de la mandibule à partir de l'oration mandibulo-maxillaire de référence vers une intercuspidie habituelle. Ensuite, des contacts prématurés de surocclusion, qui, eux, n'induisent pas de mouvement d'évitement, ils sont simplement en surocclusion, et il faudra les équilibrer afin de repartir les charges occlusales sur les prémolaires et les molaires. Et ensuite, nous avons un 3e type de contacts prématurés qui sont dits d'interférence, c'est-à-dire sur les contacts qui sont non acceptés dans les mouvements dynamiques du schéma occlusal qui est référent pour le cas clinique donné, pour un cas clinique donné. Ce cas clinique est celui d'une femme qui a eu un traitement d'orthodontie. On voit que l'alignement dentaire et les rapports d'occlusion semblent corrects. Toutefois, nous avons trouvé au niveau de la 37 un contact prématuré, déflecteur, induisant un mouvement de latérodéviation en avant et vers la droite.
Nous avons ensuite un deuxième contact prématuré au niveau de 41 et 42 et un contact de surocclusion en regard de la 36. Les dents montées sur pins ayant été démontées de ce modèle, nous avons maintenant une intercuspidie qui coïncide bien avec la relation mandibulo-maxillaire de référence, et cette intercuspidie nous donne la dimension verticale de référence, la dimension verticale physiologique, permettant d'avoir une intercuspidie fonctionnelle, permettant une déglutition. Ce cas clinique nous montre bien que si nous replaçons la 37, c'est-à-dire la dent avec son pin sur la 37, sur le modèle, à ce moment-là, nous surélevons la dimension verticale, ce qui est normal, puisque le contact est dit prématuré, et il élève la dimension verticale. Nous devrons donc perdre de la dimension verticale lors de l'équilibration qui sera dite soustractive, si par hasard une des autres dents se trouvait être sous occlusion par rapport à cette dimension verticale de référence, nous devrions alors à ce moment-là procéder à une équilibration qui serait dite additive. Cette équilibration additive ne se fait donc pas par soustraction, par coronoplastie, mais pourrait se faire soit par un traitement d'orthodontie, soit par un hôtelet, soit par une restauration qui permettrait de retrouver des contacts sur cette dent. Certains articulateurs, comme le SAM ici, permettent de changer la branche supérieure de l'articulateur. On peut le changer contre une autre branche supérieure, qui ici s'appelle un MPI, et qui permet de voir quel type de contraintes nous avons au niveau des articulations temporomandibulaires, que ce soit dans un plan frontal comme l'indique la flèche jaune, ou comme c'est le cas dans le plan sagittal ou parasagittal que l'on voit dans l'encadré rouge, qui nous permet de voir le type de contrainte rétrusive dans ce cas, en haut, en bas et en arrière de la tête de condyle. Quels sont les objectifs de l'équilibrage occlusal? Eh bien, 1, c'est de supprimer le ou les contacts déflecteurs. La cornoplastie se fera au maxillaire ou à la mandibule, suivant les indications du patient, qui seront corroborées en général par le fait que l'analyse des modèles montrera qu'il y a une dent qui est beaucoup plus en malposition qu'une autre. Ensuite, ce sera de redéfinir une dimension verticale qui permette de vérifier la limite entre l'équilibration additive et soustractive. Ensuite, de répartir les charges occlusales sur les prémolaires et les molaires. Et là encore, la coronoplastie au maxillaire ou la mandibule se fera en fonction des malpositions ou des défauts de morphologie de certaines dents. Ensuite, il faudra respecter le champ fonctionnel antérieur et postérieur en supprimant des interférences. De même, la coronoplastie devra se faire soit au maxillaire, soit à la mandibule, en fonction toujours des morphologies et des malpositions, et suivant aussi l'expression pour en donner le patient. Et en 5e point, nous devons rechercher, à partir de cet équilibrage occlusal, une intercuspidie qui soit absolument unique, absolument précise, avec donc des morphologies qui seront sphéroïdes et des contacts qui seront pontiformes. Y a-t-il coïncidence entre la relation mandibulo-maxillaire de référence et l'intercuspidie? Oui, après qu'on ait supprimé les contacts déflecteurs. Effectivement, Posselt a dit et a montré que sur 20 sujets, simplement, pas beaucoup, 20 sujets, que l'intercuspidie des dents et l'occlusion de relation dite centrée montraient deux occlusions différentes. En fait, si on supprime les 1 ou 2 contacts déflecteurs, nous allons voir que toutes les autres dents ont une intercuspidie qui coïncide avec leur relation mandibulo-maxillaire de référence. C'est-à-dire qu'en fait, il y a simplement 1, 2, rarement 3 dents qui ne sont pas en bonne position et qui, de ce fait-là, font qu'on se retrouve avec une intercuspidie habituelle
qui est différente de l'intercuspidie physiologique que le patient devrait avoir, qui coïnciderait avec une relation mandibulo-maxillaire de référence, telle que nous n'ayons aucune contrainte au niveau de la neuromusculature ou des articulations. Nous voyons sur ce cas clinique qui a été traité en 3 dimensions par un système orthocad que si on supprime la dent qui crée le contact déflecteur et que nous avons vu sur la diapositive précédente, eh bien si on supprime cette dent, nous voyons très bien que les autres dents présentent une intercuspidie qui est tout à fait acceptable, qui nécessitera peut-être une petite équilibration, mais qui ne sera pas une équilibration telle qu'il faudra supprimer une contrainte articulaire ou neuromusculaire qui serait due à une déviation mandibulaire. On peut dire que, en fait, lorsqu'on supprime un contact déflecteur ou des contacts déflecteurs qui induisent un mouvement de défense, eh bien à ce moment-là, on peut retrouver l'intercuspidie telle qu'elle soit fonctionnelle, qu'elle permette une déglutition et que cette intercuspidie était en fait préexistante et coïncide en fait avec la relation mandibulo-maxillaire de référence. Alors on peut se poser le problème de savoir si les contraintes articulaires ou contraintes neuromusculaires entraînent forcément des pathologies et si ces pathologies sont réversibles ou pas. Nous avons d'une part, en cas de pathologie avérée, des critères, des moyens de savoir si cette pathologie est réversible ou pas. En général, savoir si la position du ménisque est telle qu'elle est récupérable ou pas. Ce qui est sûr, c'est que même s'il n'y a pas une pathologie avérée, mais que l'on soupçonne ou qu'on met en évidence une contrainte articulaire ou une contrainte musculaire, de toute façon, le but numéro 1 est l'absence de contrainte au niveau de la musculature et de l'articulation. On voit très bien que dans le traitement des pathologies de l'ATM, le simple fait de supprimer les contraintes musculaires et de supprimer les contraintes articulaires font que nous avons une réparation qui est généralement acceptable et acceptée par le patient et lui permet d'avoir une vie convenable, telle qu'il y ait une certaine pérennité dans ce nouvel équilibre qui est atteint. Lorsqu'il y a des pathologies articulaires, il est possible, après port d'une gouttière maxillaire de détente neuromusculaire, de repérer sur cette gouttière quelle est la position telle que nous ayons plus de claquement, de craquement, c'est-à-dire de dysfonctionnement de l'ATM, et de pouvoir à ce moment-là organiser dans cette position des hémigouttières avec des engrainements dentaires qui fassent que le patient, lorsqu'il déglutit tous les jours, lorsqu'il serre les dents la nuit, eh bien, il se retrouve dans une position telle qu'il n'y ait pas de contrainte au niveau de son articulation. Ainsi, au fil du temps, qui est en général d'au moins 8 mois, voire un an et demi, on va tout doucement avoir une réparation de cette articulation, une mise en condition de cette articulation, qui fait qu'on va obtenir un état physiologique ou peut-on dire paraphysiologique qui sera tout à fait acceptable par le patient. L'examen des radios nous montre des interlignes qui parfois montrent effectivement ces contraintes, mais des interlignes tout à fait normales peuvent quand même dissimuler une contrainte articulaire qui n'est pas forcément acceptée par le patient. L'examen radiologique des modèles de ce patient montre d'une part des remaniements importants au niveau de ses articulations temporomandibulaires. D'autre part, nous voyons qu'après une détente neuromusculaire obtenue par une gouttière maxillaire et ensuite une mise en condition à l'aide des hémigouttières, nous avons pu obtenir une nouvelle position de relation mandibulo-maxillaire de référence qui soit acceptable par le patient, et ce pendant plusieurs mois,
Et nous avons à ce moment-là décidé de reconstruire le patient dans cette position. Nous n'avons plus de contraintes articulaires, nous n'avons plus de contraintes neuromusculaires, et nous avons à ce moment-là pu rendre la vie possible à ce patient qui se plaignait de désagréments et de dysfonctions qui le perturbaient dans sa vie sociale, et surtout qui créaient chez lui des douleurs. On peut remarquer en particulier l'espace qui a été retrouvé entre le groupe prémolaire et molaire, tel que, en fait, la dimension verticale avait été notablement perdue, ce qui fait que le surplomb incisif avait été largement augmenté et induisait évidemment des contraintes importantes au niveau de ces articulations. Pour l'ensemble des restaurations prothétiques, un simple articulateur suffit généralement à pouvoir largement dégrossir les problèmes occlusaux d'un patient. Si ce n'est que lorsque nous avons un guide antérieur qui est très faible, avec des morphologies occlusales qui sont très peu marquées, il nous faut à ce moment-là un articulateur qui soit programmé, voire anatomique, afin de définir les morphologies les plus importantes possibles pour avoir le meilleur calage possible, le meilleur verrou possible pour permettre une déglutition avec une position unique et précise. Mais il ne nous faut pas non plus des morphologies trop marquées qui feraient qu'on ait des interférences. C'est pour ça que là, dans ces cas particuliers-là, un articulateur programmé ou anatomique est intéressant. D'autre part, ces articulateurs anatomiques ou programmés sont intéressants en prothèse complète, parce que là, il ne s'agit pas de ne pas avoir de contact postérieur, il ne s'agit pas d'avoir une désocclusion postérieure. Au contraire, il nous faut des contacts généralement organisés, que ce soit en statique ou en dynamique, sur l'ensemble des dents postérieures, c'est-à-dire les prémolaires et les molaires. C'est pour ça que un équilibrage de prothèse adjointe complète se fait en général avec un articulateur au moins programmé. Le fait que les dents rentrent en occlusion induit des forces qui sont relativement importantes, qui peuvent être déstabilisatrices pour des prothèses, qui peuvent être la cause d'abrasion, qui peuvent être la cause de mobilité dentaire, qui peuvent aussi être la cause de troubles neuromusculaires, articulaires, voire de posture. Alors que si nous savons gérer cette occlusion, si nous savons maîtriser cette occlusion, au contraire, nous allons stabiliser nos prothèses, nous allons donner aux patients la possibilité d'avoir un facteur supplémentaire pour avoir une bonne posture, pour avoir un équilibre, et ceci est une chose très importante puisque la gestion de l'occlusion, c'est gérer les forces en présence lorsque les dents sont en fonction.